Selon cette perspective, une nouvelle religion mentale émergera, qui aura la capacité de relier les plans supramentels avec le plan humain. Cependant, cette religion mentale entrera en conflit avec les religions émotives existantes, qui sont actuellement basées sur l'émotion et la connexion entre les individus. La religion mentale sera unique en ce sens qu'elle n'est pas émotionnelle, mais plutôt axée sur la libération de soi. Elle donnera aux individus la possibilité de se libérer de la religion elle-même. Les religions émotives, quant à elles, ont pour fonction principale de relier les êtres humains entre eux. L'humanité dans son ensemble, à l'exception de quelques individus, aura besoin de cette religion mentale pour évoluer. Elle sera la seule qui forcera l'individu à se confronter à lui-même et à se libérer. En fin de compte, la religion mentale permettra à l'homme de se connecter au plan supramental, tandis que les religions émotives le maintiendront au niveau émotif. Est-ce ce texte? Il est expliqué qu'il existe une guerre entre la religion mentale et la religion émotive, qui est déjà présente chez les humains. L'auteur affirme que lorsque l'homme sera capable d'exprimer son côté émotif de manière équilibrée et non influencé par son ego, il n'y aura plus de problème. Il mentionne également une période de 13 800 ans où l'homme ne pourra pas perturber l'équilibre du monde évolutif, ce qui apportera la paix. On parle également d'une future religion mentale qui fusionnera l'intuition et le rationalisme, créant ainsi un équilibre et permettant à l'homme d'être connecté à la fois à son plan mental et astral. Cette religion mentale sera le Tao, et à l'intérieur d'elle, il y aura un équilibre entre les plans mental et astral. Dans cet extrait, l'auteur évoque la notion de guerre et de paix. Il souligne que la paix est essentiellement un état d'équilibre où les conditions expérientielles ne sont pas altérées, tandis que la guerre est un état de confrontation. Il explique que la guerre peut être inapparente lorsqu'il y a suffisamment d'équilibre, mais que cela ne signifie pas l'absence de conflit. L'auteur fait également référence à l'évolution de l'humanité, indiquant que l'être humain a une tendance à vouloir prolonger la vie des corps physiques, ce qui perturbe l'équilibre naturel et entraîne une diminution des naissances. Il affirme que l'humanité évolue actuellement de manière programmée, guidée par ses instincts plutôt que par une véritable intelligence. Cependant, il suggère que l'être humain peut évoluer vers un état d'intelligence supérieure, où il prendra conscience de l'évolution et fusionnera les aspects intuitifs et rationnels de son cerveau pour devenir une unité harmonieuse. Dans cette réflexion, il est question d'un homme nouveau qui cherchera toujours à conserver l'équilibre en progressant de manière évolutive. Il construira un monde où les maisons sont autonomes et inaltérables, où l'éducation permettra de développer de nouveaux êtres humains conscients, où des territoires pourront être des espaces de guerre. L'objectif sera de créer des corps physiques impuissants face à la maladie, de façon à pouvoir expérimenter de nouvelles dimensions de l'homme. Cet homme nouveau aura conscience de ses actions, n'agissant pas de façon émotionnelle mais créatrice, en harmonie avec les autres hommes nouveaux. Il y aura donc du collectivisme dans cette ère nouvelle, mais basé sur une compréhension de l'interrelation de toutes choses. L'intelligence agit sur l'homme en utilisant l'écologie comme condition fondamentale. Chaque action, même minime, a des répercussions sur l'avenir du monde. L'homme, avec sa conscience limitée, ne comprend pas pleinement cette interrelation entre les choses. L'intelligence, en revanche, peut mathématiquement mesurer les conséquences possibles et prévoir les futurs probables. Ainsi, elle guide l'homme en alignant ses futurs potentiels. L'intelligence agit donc en influençant les choix et l'orientation de l'homme, en prenant en compte l'écologie et les interrelations entre les différents éléments. À un certain stade de développement, l'être humain, s'il reste précis, se trouve dans une zone d'aberration évolutive. Il est nécessaire de passer à l'étape du savoir, au-delà de la préscience, pour dépasser cette stagnation. Il existe deux étapes, la connaissance, ce que l'humanité connaît actuellement, et la préscience, une forme d'intuition cartésienne. Si l'on reste bloqué à ce stade, on joue éternellement aux échecs avec sa propre vie. Il est donc essentiel de passer à l'étape du savoir, qui correspond à la post-préscience. L'intelligence peut opérer une mutation dans notre être pour altérer le cours des événements. Lorsqu'un phénomène extraterrestre apparaît sur Terre, il altère une condition qui devait de toute façon être altérée par sa présence. Cela concerne les trames évolutivo-temporelles, où l'être humain peut entrer en contact avec des connaissances inaccessibles au corps physique. L'intelligence peut s'occuper de l'humanité en utilisant les vibrations les plus appropriées pour influencer le plan extérieur et instruire l'homme. Depuis 1969, l'humanité vit une nouvelle phase d'évolution, où l'intelligence peut passer directement par le biais d'une vibration mentale.
Cela est possible grâce à la création d'un double éthérique, dont le troisième cerveau, un cerveau éthérique, joue un rôle de synthèse et ne fait pas partie des plans astral ou vital. Il fait partie du plan éthérique, ou supramental, et peut ainsi régir le corps physique en se connectant à la glande pinéale. La doctrine allemande de l'expression de l'intelligence dans le corps physique permet à l'être humain de régir les deux dimensions intellectuelles et intuitives. L'homme-lumière, fusionné avec son être suprême, a pour mission de ralentir, arrêter et inverser le mouvement d'expansion, afin de rendre physiques les plans supramentaux. Cependant, le terrestre manipule l'homme en posant des plans énergétiques pour expérimenter et physifier ces plans. Lorsque les plans deviennent suffisamment vibratoires, l'intelligence supramentale prend le relais et l'être humain entre en contact avec elle grâce à son double éthérique et à l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est un concept qui explique le contact entre l'intelligence supramentale et l'intelligence mentale. L'intelligence supramentale peut rejoindre certains humains et augmenter la vibration mentale et éthérique de leurs cellules, ce qui entraîne des maladies et des problèmes mais est évolutif. Dans la mutation de l'homme nouveau, il y a un état de déséquilibre qu'il faut retrouver pour éviter la folie. À partir de l'an 0, l'intelligence prémentale peut manipuler les individus et utiliser leur corps pour bouger l'humanité. Avant l'an 0, l'astral parlait aux humains par des voix éthériques où les entités manipulaient les hommes par les plans du monde de la mort, du plan spirituel ou des plans infernaux. L'auteur explique que dans le passé, on ne pouvait manipuler que des masses et non des individus. Cependant, depuis l'avènement de l'ère nouvelle, l'intelligence prémentale peut maintenant manipuler des individus. Elle peut influencer leur comportement, leur santé et même provoquer des événements imprévus. Cette intelligence peut agir directement sur l'individu, à travers son esprit, et cela entraîne une initiation individuelle, plus profonde et plus centrée sur l'ego. L'équilibre, quant à lui, est quelque chose qui évolue constamment. Chaque individu doit atteindre un équilibre personnel, mais cela ne signifie pas que l'équilibre est toujours réétabli. Il est en constante évolution, en réponse à la mécanicité de la création ou de la destruction de l'équilibre. Un équilibre stable n'existe pas réellement, car il doit être constamment nourri et maintenu en mouvement. La mémoire, la sentimentalité, les désirs et les aspects astraux de l'évolution sont tous en relation avec cette évolution constante de l'équilibre. L'auteur compare cela au fait de marcher sur un pied, il faut maintenir un équilibre instable et en mouvement pour ne pas tomber. La cristallisation de phénomènes équilibrés du passé dans un monde en perpétuel mouvement est une limitante dans l'évolution. La stabilité et l'équilibre dont parle l'auteur se réfèrent à la connaissance de Dieu, des lois, des formes de prière, des péchés, des bonnes actions et des saints, qui sont considérés comme immuables. Cependant, l'auteur explique que la cellularisation est un processus qui permet à quelque chose de devenir vivant et de se transmettre génétiquement, ce qui rend l'équilibre instable. L'auteur suggère que l'écologie est également un exemple de cet équilibre instable en constante évolution, et que l'homme a la capacité de réduire son impact et de contribuer à la transformation de l'écologie. Lorsque l'humanité évolue vers un état de conscience plus élevé, la planète Terre est régulée par une intelligence supérieure, ce qui remet en question les anciennes lois naturelles. L'auteur affirme que des perturbations cosmiques et une force apocalyptique sont nécessaires pour purifier le monde, provoquant ainsi une transformation des lois naturelles. En ce qui concerne les extraterrestres, l'auteur se demande pourquoi ils sauveraient des corps humains si l'humanité ne meurt pas, et si la survie de notre espèce dépend uniquement de leur implication. Elle se demande également comment faire la distinction entre un extraterrestre astralisé et un extraterrestre intelligent. Enfin, l'auteur pose des questions sur la possibilité d'une personne à bord d'un vaisseau extraterrestre. Avant d'être redéposé sur Terre, il est nécessaire de réaliser certains travaux. En effet, si tous les corps physiques sont altérés ou détruits, il sera impossible de procréer de nouveaux individus pour accueillir les esprits humains. Il est donc crucial de sauvegarder une partie de l'humanité, surtout compte tenu des risques de radioactivité qui peuvent altérer la procréation génétique. Les extraterrestres ont un intérêt à sauver les corps humains car ils en ont besoin. Ils sont des êtres évolués mais leur évolution est inférieure à celle de l'humanité. S'ils ne sauvent pas l'humanité, ils ne pourront pas établir de contact ou d'union génétique avec elle. Les extraterrestres sont également des êtres spirituels, tout comme les humains, et ils ont besoin de corps humains évolués pour se fusionner énergétiquement et ainsi arrêter leur évolution descendante. Il est important de comprendre que le phénomène extraterrestre est énergétique et non émotif. Ils ne sont donc pas intéressés par des individus au niveau émotif,
mais plutôt par ceux qui sont au niveau énergétique ascendant. Leur objectif est de bloquer leur propre involution en descendant sur notre planète pour prendre contact avec les humains en évolution. D'un point de vue planétaire et d'intelligence, les extraterrestres ne sont intéressés qu'à rencontrer ceux qui sont vibratoirement évolués et qui ont une probabilité d'absorption éthérique. Ils recherchent des individus dont le corps physique est capable de fusionner avec leur essence spirituelle. Cependant, les enfants qui naissent par la suite ne sont pas automatiquement supramentaux, mais ils passeront par différentes phases de développement émotionnel, mental et supramental pour devenir extraterrestres à part entière. Un être humain vient au monde, il doit entrer en contact avec le monde de la mort et développer des émotions. S'il meurt avant ce contact, son esprit retournera immédiatement au plan supramentaux sans avoir à passer par les étapes purgatorielles. Lorsqu'il y aura un contact énergétique entre les extraterrestres intelligents et les humains ascendants, les enfants à naître devront également entrer en contact avec le monde de la mort pour développer leurs émotions, leur intellect et leur mental et finalement devenir des extraterrestres de provenance. En comparaison, les humains actuels sont purement terriens. Les individus avec un corps éthérique avancé ont également un plan mental développé, même s'ils peuvent avoir des problèmes émotionnels. Le processus d'évolution est en cours pour ces individus. En résumé, selon les informations données, il est dit qu'un contact avec des êtres extraterrestres peut se produire à condition que l'humain soit suffisamment évolué pour ne pas s'écraser devant leurs vibrations énergétiques. Il est également mentionné que ce contact ne se fera pas de manière sexuelle, mais plutôt à travers un échange énergétique. L'idée est que les humains pourront absorber les vibrations extraterrestres, ce qui favorisera leur évolution de conscience. On insiste sur le fait que la survie de l'humanité lors d'une apocalypse dépend de la préparation des êtres humains eux-mêmes, et non des extraterrestres. L'apocalypse est décrite comme une révélation qui se déroulera sur une période de temps donnée, avec des révélations concernant différents sujets tels que la nature de la science, de la religion, de l'esprit christique, de l'homme nouveau, du phénomène extraterrestre, etc. La différence entre un extraterrestre évolué et un extraterrestre astralisé n'est pas expliquée dans le texte. La différence entre un être humain, un maître astralisé et un maître intelligent réside dans leur niveau de conscience et de compréhension. Un être humain est limité par sa perception physique de la réalité et doit apprendre et évoluer pour accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Un maître astralisé est un être qui a atteint un haut niveau de conscience astrale et est capable de se connecter à des dimensions supérieures de réalité. Un maître intelligent est un être doté d'une intelligence avancée qui lui permet de comprendre et de naviguer dans des concepts et des connaissances complexes. Concernant le voyage à bord d'un vaisseau extraterrestre, il est difficile de répondre à cette question car il y a des informations qui ne peuvent pas être divulguées pour l'instant, en raison de la préparation insuffisante de nombreux humains à ces concepts. Les vaisseaux extraterrestres diffèrent considérablement des vaisseaux terrestres car ils sont construits sans limitation matérielle, dans les plans d'intelligence. Les humains qui vivront dans ces vaisseaux pourront même penser qu'ils se trouvent sur une planète terrestre, alors qu'ils seront en réalité dans un environnement extraterrestre. Lorsqu'ils seront ramenés sur Terre, ils retrouveront leur contexte précédent avec tout ce qu'ils auront construit et les autres humains qui les accompagnent. Quant à savoir si l'homme doit prendre le maximum d'espace au détriment des autres, cela dépend de la compréhension de l'écologie et de l'interconnexion de tout dans notre réalité. Il est important de comprendre que tout est lié et que nous devons agir de manière équilibrée et respectueuse envers les autres et notre environnement. Prendre l'espace qui nous est dû est normal, mais cela ne doit pas être considéré comme un droit acquis, car il peut être nécessaire de le céder à d'autres lorsque leur évolution le demande. Cette approche est écologique, sociale, intelligente et économise de l'énergie.